Léna séchait le téléphone de son mari quand la messagerie vocale s'activa soudainement. Elle avait passé des années à s'occuper de son mari handicapé et un jour, il laissa son téléphone dans la cuisine et Léna l'alluma. C'était la voix de sa belle-mère, et elle pâlit en entendant ce qu'elle entendit. Avant de continuer, veuillez écrire dans les commentaires depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Cette histoire n'est pas basée sur des faits réels. Bonne écoute. Léna se trouvait dans la cuisine faiblement éclairée, le doux bourdonnement du réfrigérateur emplissant le silence. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle passait un chiffon humide sur le téléphone de son mari, Marc, qu'il avait laissé sur le comptoir après le petit déjeuner. Depuis des années, elle était son roc, son aide-soignante, sa compagne, depuis l'accident qu'il avait cloué à un fauteuil roulant. Les jours se confondaient en une routine d'horaires de médicaments, de physiothérapie et de moments tranquilles où elle lui lisait ses livres préférés. L'amour l'avait maintenue debout, ou du moins c'est ce qu'elle se disait. Mais aujourd'hui, quelque chose semblait différent. L'écran du téléphone clignota et s'anima lorsqu'elle appuya le chiffon contre lui, et une notification apparut, un message vocal de la mère de Marc, Eleanor. Léna hésita. Elle ne se mêlait jamais de ses appels personnels, cela lui semblait être une violation de la confiance. Mais la façon dont Marc s'était comporté dernièrement et distant, réservé, la rongeait. Il était parti dans son fauteuil roulant vers le bureau plus tôt, marmonnant à propos d'appels importants, la laissant seule à nettoyer. La curiosité tirailla son cœur et, avant qu'elle ne puisse s'arrêter, son pouce effleura le bouton de lecture. La voix qui crépita à travers le haut-parleur était celle d'Eleanor, aiguë et reconnaissable entre toutes. « Marc, chéri, il est temps que nous avancions avec le plan. Elle commence à se douter de quelque chose et nous ne pouvons pas risquer qu'elle découvre la vérité. L'avocat dit que tout est prêt. Une fois que ce sera fait, tu seras libre et l'argent sera à nous. Occupe-la juste ce week-end. Je m'occuperai du reste. » Le message se termina par un clic froid, laissant Léna regarder le téléphone, son visage perdant toute couleur. Son souffle se coupa. Libre ? De l'argent ? Les mots résonnaient, se tordant en un nœud de terreur. Quel plan ? De quoi était-elle censée être trop occupée pour ne pas le remarquer ? L'esprit de Léna revint sur les dernières semaines, l'intérêt soudain de Marc pour des documents juridiques, les conversations à voix basse qu'il terminait chaque fois qu'elle entrait dans la pièce, la façon dont les visites d'Eleanor étaient devenues plus fréquentes, toujours avec un sourire narquois. Avait-elle été aveugle pendant tout ce temps ? Elle reposa le téléphone, ses mains tremblantes s'agrippant au bord du comptoir. La cuisine, autrefois un lieu de chaleur où elle avait cuisiné pour eux deux, lui paraissait maintenant étouffante. Ses yeux se dirigèrent vers le seuil, s'attendant à moitié à voir Marc entrer en roulant et la surprendre, mais la maison était silencieuse, à l'exception du léger grincement de son fauteuil provenant du bureau. Elle avait besoin de réponses, mais la peur de l'affronter la paralysait. Et si c'était un malentendu ? Et si Eleanor parlait d'autre chose ? Ses soins, son héritage ? Le regard de Léna revint sur le téléphone. Une autre notification clignotait, un SMS d'Eleanor. N'oublie pas d'effacer cet appel. Elle est trop confiante pour son propre bien. Les mots la frappèrent comme un coup de poing. Confiante ? C'est ce qu'il pensait d'elle ? Des années de dévouement, de sacrifice de ses propres rêves pour assurer le confort de Marc, réduite à un pion naïf dans un quelconque plan. Son cœur battait la chamade tandis qu'elle débattait de son prochain mouvement. Devait-elle confronter Marc ? Appeler Eleanor et exiger une explication ? Ou fouiller davantage dans le téléphone à la recherche d'autres indices ? L'idée de la trahison la brûlait, mais aussi le besoin de connaître la vérité. Elle regarda l'horloge, 20h30. Marc attendrait bientôt le dîner, et elle devait décider avant qu'il ne remarque que le téléphone était toujours sur le comptoir. Dehors, le vent secouait les fenêtres, reflétant la tempête qui couvait en elle. Léna reprit le téléphone, ses doigts flottant au-dessus du journal d'appel. Un nom ressortait, Dr Hargrove, le spécialiste qui supervisait le traitement de Marc. Faisait-il partie de cela aussi ? Elle appuya sur le bouton du haut-parleur, son pouce accélérant tandis qu'un nouveau message vocal commençait à jouer. La voix était masculine cette fois, sèche et professionnelle. Marc, l'ajustement de la dose est prêt. Elle ne se doutera de rien si nous le maintenons progressif. Appelle-moi demain pour confirmer. Ajustement de dose ? Les genoux de Léna fléchirent. La condition de Marc était-elle manipulée ? La pièce tourna tandis que les pièces commençaient à s'emboîter, un plan pour la rendre incapable, pour prendre le contrôle de quelque chose de valeur.
Mais quoi? Ces modestes économies? La maison? Son esprit se souvint de la police d'assurance que Marc avait insisté pour renouveler le mois dernier. Était-ce cela? Elle éteignit le téléphone, sa respiration superficielle. La femme de la miniature, pâle, choquée, c'était elle maintenant. Mais cette histoire était loin d'être terminée. Lena savait qu'elle devait agir, découvrir toute l'étendue de la trahison avant qu'il ne soit trop tard. La question était, pouvait-elle faire confiance à ses propres instincts ou tomberait-elle plus profondément dans le piège qu'ils avaient tendu? Lena resta figée, le poids des messages vocaux pesant sur sa poitrine comme une force physique. L'horloge de la cuisine avançait implacablement, chaque seconde rappelant que Marc pouvait sortir du bureau à tout moment. Son esprit bouillonnait de possibilités, chacune plus effrayante que la précédente. La mention d'un « ajustement de dose » la rongeait. La médication de Marc avait-elle été manipulée pour le maintenir dépendant, ou pire, pour lui faire du mal à elle? Elle regarda le téléphone, son écran maintenant sombre, comme s'il gardait des secrets qu'il refusait de révéler. Ses mains bougèrent presque d'elles-mêmes, parcourant les appels récents de Marc. Le nom du docteur Hargrove apparaissait plusieurs fois, ainsi que celui d'Eleanor. Il y avait aussi d'autres numéros, inconnus, des appels fréquents tard dans la nuit qui se terminaient brusquement. L'estomac de Lena se noua. Elle cliqua sur une conversation SMS avec Eleanor, ses yeux parcourant les messages cryptiques. La phase 2 commence vendredi. Garde-la distraite, disait l'un. Un autre, datant de 2 jours, les papiers sont signés. Elle ne verra jamais rien venir. Papiers signés? Le cœur de Lena se serra. S'agissait-il de leur mariage, de leur maison, ou de quelque chose de plus sinistre? Un craquement dans le couloir la tira de ses pensées. Elle glissa le téléphone dans un tiroir juste au moment où le fauteuil roulant de Marc apparut, son visage, habituellement adouci par les soins qu'elle lui prodiguait, contracté en une ligne tendue. « Lena, où est mon téléphone ?» demanda-t-il, sa voix teintée d'impatience. Elle força un sourire, son esprit cherchant une excuse à la hâte. Oh, il était collant du petit déjeuner. Je l'ai nettoyé et laissé sur la table, mentit-elle en gesticulant vaguement. Il plissa les yeux, mais hocha la tête et se dirigea vers la salle à manger. Un soulagement l'envahit, mais il fut de courte durée. Elle avait besoin d'enquêter davantage, et le bureau, le sanctuaire privé de Marc, détenait la clé. Attendant qu'il soit installé avec son thé de l'après-midi, Lena se glissa dans le couloir. La porte était entr'ouverte et elle jeta un coup d'œil. Des piles de papier couvraient le bureau, éclairées par la douce lueur d'une lampe. Son souffle se coupa en reconnaissant le logo de leur compagnie d'assurance sur un document. S'approchant, elle vit son nom, Lena Carter, à côté d'une police d'assurance vie d'une valeur d'un demi-million de dollars, avec Marc comme unique bénéficiaire. Ses genoux cédèrent. Un demi-million. Assez pour expliquer le secret, les messages vocaux, l'implication d'un médecin. Mais pourquoi maintenant, après des années de stabilité? Un cadre photo attira son attention, une photo du jour de leur mariage, elle souriant brillamment à côté d'un Marc en meilleure santé. Les larmes lui piquèrent les yeux. Tout cela avait-il été un mensonge? Elle fouilla parmi d'autres papiers, trouvant une lettre d'un avocat confirmant un accord de divorce et une procuration donnant à Eleanor le contrôle des affaires de Marc. Divorce? Les mains de Lena tremblèrent. Ils n'avaient jamais discuté de séparation. Un bruit derrière elle la fit se retourner. Marc était sur le seuil, son visage un masque de fureur. « Qu'est-ce que tu fais ?» exigea-t-il, s'approchant dans son fauteuil. Lena bégaya, agrippant les papiers. « J'ai trouvé ça. »« Qu'est-ce qui se passe, Marc ?» Son expression changea, une lueur de culpabilité remplacée par une froide résolution. « Tu n'étais pas censé voir ça. C'est pour ton propre bien, Lena. Tu es trop fragile pour la vérité. » Fragile? Le mot la blessa profondément. Avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone dans le tiroir vibra bruyamment, le son transperçant la tension. Les yeux de Marc se dirigèrent vers lui, et Lena réalisa son erreur. Elle se jeta sur le tiroir, mais il fut plus rapide, saisissant le téléphone avec une agilité surprenante. Son visage pâlit en voyant l'application de messagerie vocale ouverte. « Tu as écouté » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Lena recula, sa voix tremblante. « Quelle vérité, Marc? Tu prévois de me tuer pour l'assurance? C'est pour ça que le médecin est impliqué? » Son silence fut assourdissant.
Puis, avec un soupir, il dit, « Ce n'est pas ce que tu penses. Assieds-toi, je vais t'expliquer. » Mais le regard dans ses yeux, calculateur, distant, lui dit qu'il gagnait du temps. Elle ne s'assit pas. Au lieu de cela, elle courut vers la porte, les papiers toujours serrés dans sa main. Dehors, l'air nocturne la frappa comme une gifle. Elle courut vers le garage, son esprit lui hurlant de s'éloigner. Les clés de la voiture étaient dans sa poche, une habitude de plusieurs années de course. Alors qu'elle luttait avec la serrure, elle entendit la voix de Marc derrière elle, l'appelant par son nom avec un mélange de colère et de désespoir. Elle ne regarda pas en arrière. Le moteur rugit et elle démarra en trombe, les papiers d'assurance glissant sur le siège passager. Sa destination n'était pas claire, mais une pensée dominait, elle avait besoin d'aide. La police, un ami. Alors qu'elle accélérait sur la route sombre, son téléphone vibra avec un appel d'un numéro inconnu. Hésitante, elle répondit. La voix d'un homme, basse et urgente, dit, « Léna, c'est le docteur Hargrove. Sors de là maintenant. Ils viennent te chercher. » La ligne se coupa, la laissant avec une certitude glaçante, le temps lui était compté. Léna agrippa le volant, ses jointures blanches tandis que la voiture filait à toute allure dans les rues assombries. L'avertissement du docteur, « Ils viennent te chercher », résonnait dans son esprit, un tambourinement implacable de peur. L'horloge du tableau de bord indiquait 20h45 CEST, le 26 mai 2025, mais le temps semblait désormais sans importance. Sa vie, autrefois un rythme prévisible de soins et d'amour, s'était effondrée en un cauchemar dont elle ne pouvait s'échapper. Les papiers d'assurance gisaient éparpillés sur le siège passager, leur bord ondulant à chaque virage, témoignage silencieux de la trahison qu'elle avait découverte. Son téléphone vibra de nouveau, l'écran s'illuminant d'un autre numéro inconnu. Elle hésita, puis répondit, sa voix tremblante. « Allô ?» Des crépitements statiques, suivis par la voix tendue et précipitée du docteur Hargrove. « Léna, écoute. Je ne connaissais pas toute l'étendue de la situation avant ce soir. Marc et Eleanor, ils planifient ça depuis des mois. Les ajustements de médication n'étaient pas pour sa condition, ils étaient pour te rendre malade, te désorienter. Ils ont besoin de t'écarter pour réclamer l'assurance. » Ces mots la frappèrent comme un train de marchandises, confirmant ses pires craintes. « Pourquoi me dites-vous cela maintenant » exigea-t-elle, faisant une embardée pour éviter un chat errant qui traversait la route. « Parce que j'ai trouvé les registres de dosage, » répondit-il. « Ils sont falsifiés. J'ai confronté Marc et il m'a menacé. Je suis à l'hôpital, mais je ne peux pas rester longtemps. Va à la police. Raconte-leur tout. J'enverrai des preuves à ton adresse email. » La ligne se coupa, la laissant seule avec le bourdonnement du moteur et les battements de son cœur. Les larmes brouillèrent sa vision tandis qu'elle digérait la révélation. On l'avait empoisonnée, lentement, subtilement, pendant qu'elle s'occupait de Marc, croyant que c'était son devoir. La fatigue, les maux de tête, les moments de confusion qu'elle avait mis sur le compte du stress, tout prenait sens maintenant. La rage se mêla à la peur, alimentant sa détermination. Elle avait besoin de preuves, et l'email du docteur Hargrove pourrait être sa bouée de sauvetage. Elle s'arrêta à une station-service, les lumières fluorescentes projetant des ombres dures sur le parking. Ses mains tremblèrent en ouvrant son application de messagerie, trouvant un message de Hargrove avec une pièce jointe intitulée « Dossiers médicaux ». En parcourant le fichier, elle vit des graphiques et des notes, son nom à côté de doses dépassant les limites de sécurité des sédatifs. Une note de Marc, datée d'un mois, disait « augmenté de 10 mg par semaine. Garde-la docile. » Docile. Le mot lui souleva l'estomac. Les phares d'une voiture brillèrent dans son rétroviseur, la ramenant au présent. Un SUV noir ralentit en passant, ses vitres teintées dissimulant les occupants. Son pouce accéléra. La suivait-on ? Elle rangea le téléphone dans sa poche et redémarra la voiture, décidant de ne pas aller au poste de police pour l'instant. Si Marc et Eleanor avaient des contacts, la police locale pourrait être compromise. Au lieu de cela, elle se dirigea vers la maison de son amie Clara, à 20 minutes de là. Clara, une infirmière, saurait peut-être quoi faire avec les dossiers médicaux. Le trajet fut un flou de paranoïa, chaque voiture derrière elle semblant suspecte, chaque ombre une menace potentielle. Son téléphone vibrait sans cesse, appel de Marc, SMS d'Eleanor, la suppliant de rentrer à la maison. Elle les ignora, se concentrant sur la route. Alors qu'elle approchait du quartier de Clara,
un SMS d'un numéro inconnu apparut, tu ne peux pas fuir éternellement. Reviens ou ça se termine ce soir. La menace était claire et la glaça jusqu'aux os. La maison de Clara apparut en vue, un modeste bungalow avec des lumières chaudes brillant aux fenêtres. Léna se gara et courut vers la porte, frappant jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Le visage familier de Clara, empreint d'inquiétude, l'accueillit. « Léna, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle en la tirant à l'intérieur. À bout de souffle, Léna raconta l'histoire, Marc, Eleanor, les messages vocaux, l'assurance, l'empoisonnement. Elle tendit le téléphone et les papiers, sa voix se brisant. « Je crois qu'ils sont à mes trousses. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent tandis qu'elle parcourait les dossiers. « C'est sérieux. Ces doses auraient pu te tuer à la longue. Nous devons t'emmener à l'hôpital pour que tu te fasses nettoyer le système. » Avant que Léna ne puisse répondre, des phares inondèrent la pièce à travers les rideaux. Le SUV noir était garé dehors, son moteur un faible grognement. Clara lui attrapa le bras. « Porte arrière, maintenant !» Elles se précipitèrent par la cuisine, sortant dans la cour arrière juste au moment où la porte d'entrée volait en éclats sous un coup de pied violent. Des pas lourds derrière elle. Les jambes de Léna brûlaient tandis qu'elle sautait une clôture, atterrissant dans une ruelle. Clara la conduisit à sa voiture, garée à un pâté de maison. « Nous allons à l'hôpital de la ville, » dit-elle en démarrant le moteur. « Ils ne pourront pas nous atteindre là-bas. » Alors qu'elle s'éloignait à toute vitesse, Léna regarda en arrière. Le SUV gagnait du terrain, ses lumières transperçant la nuit. Son téléphone vibra de nouveau. « Docteur Hargrove. Ils ont ma position. »« Désolé, Léna. »« Cours. » L'appel se termina par un cri, la laissant avec un sentiment d'effondrement. Le docteur avait disparu, et elle était la suivante, à moins qu'elle ne les déjoue. L'hôpital était son seul espoir, mais avec le SUV qui se rapprochait, la survie semblait un rêve lointain. La voiture fit une embardée lorsque Clara vira brusquement pour négocier un virage serré, les phares du SUV noir brillant dans le rétroviseur. Il était 20h58 CEST, le 26 mai 2025, et les lumières de la ville de Budapest se profilaient devant, un flou chaotique d'espoir et de danger. Léna s'agrippa au siège passager, sa respiration haletante, les dossiers médicaux serrés contre sa poitrine. Le cri de l'appel du docteur Hargrove se répétait dans son esprit, un rappel obsédant que le temps s'écoulait. Qui que ce soit dans ce SUV Marc, Eleanor ou des hommes de main, ils étaient implacables. « Accroche-toi » cria Clara, accélérant vers une intersection bondée. Les klaxons retentirent tandis qu'elle se frayait un chemin dans la circulation, le SUV luttant pour suivre le rythme. Le cœur de Léna battait la chamade, son corps encore faible à cause des sédatifs dont elle savait maintenant qu'ils l'avaient empoisonné. « Clara, ils ne s'arrêteront pas » halta-t-elle. « Nous avons besoin d'un plan. » Clara hocha la tête, la mâchoire serrée. L'hôpital est à 5 minutes. Si nous pouvons les semer dans la foule, nous serons en sécurité. Le plan reposait sur le fait d'atteindre l'entrée des urgences de l'hôpital, où la sécurité et les témoins pourraient dissuader une attaque. Mais le SUV gagnait du terrain, son moteur rugissant de plus en plus près. Léna regarda son téléphone, se demandant si elle devait appeler la police. Le SMS inconnu, « Tu ne peux pas fuir éternellement », brilla dans sa mémoire. Et si la police était impliquée? Sa confiance avait été brisée, la laissant avec peu d'alliés. Clara tourna brusquement à gauche, les pneus crissant, dans une ruelle étroite bordée de magasins. Le SUV la dépassa, leur donnant un avantage momentané. « Maintenant » dit Clara, entrant dans un parking. Elles abandonnèrent la voiture, courant vers l'hôpital, à un pâté de maison. L'air nocturne était chargé de tension, le hurlement lointain des sirènes offrant une mince menace d'espoir. Elles firent irruption par les portes des urgences à 21h03. Les lumières fluorescentes étaient aveuglantes après l'obscurité. Des infirmières se précipitèrent vers elles, sentant la panique. « Aidez-nous » cria Léna, tendant les dossiers médicaux à un médecin. « On m'a empoisonné. Sédatif, ordonnance falsifiée. Ils viennent me chercher. » Le médecin, un homme d'âge mûr aux yeux fermes, prit les papiers et fit un signe à un agent de sécurité. « Emmenez-la dans une salle de traitement. Appelez la police. » Alors qu'on la transportait sur un brancard vers un lit, la vision de Léna se brouilla, les effets des drogues la rattrapant. Elle lutta pour rester consciente, son esprit s'emballant. Le médecin administra un antidote, sa voix calme mais urgente. « Nous allons vous stabiliser. Racontez-moi tout. »
Entre deux respirations superficielles, elle relata les messages vocaux, la police d'assurance, la poursuite. L'expression du médecin s'assombrit. C'est une tentative de meurtre. Nous devrons impliquer les autorités. Avant qu'il ne puisse finir, les portes de l'hôpital s'ouvrirent en grand. Marc entra en fauteuil roulant, flanqué de deux hommes costauds, leurs visages durs. Eleanor le suivait, son sourire glacial. « Léna, chérie », appela Marc, sa voix mielleuse. « Tu es confuse. Rentre à la maison. » L'agent de sécurité s'avança, mais l'un des hommes le repoussa. Le chaos éclata tandis que les infirmières criaient et que les patients se dispersaient. Le cœur de Léna se serra. Il l'avait trouvée. Mais alors, une voix familière transperça le bruit. « Reculez !» C'était Clara, tenant le téléphone d'une infirmière, diffusant en direct sur une application de médias sociaux. « Ça se passe maintenant. Tentative de meurtre à l'hôpital général de Budapest. » La caméra se focalisa sur Marc et Eleanor, leurs visages figés par la surprise. La diffusion en direct, avec des milliers de spectateurs déjà, changea la donne. L'agent de sécurité se reprit, renforcé par les sirènes de la police qui se faisaient plus fortes. Les hommes de Marc hésitèrent, leur confiance chancelant. Eleanor siffla, étinça. Mais il était trop tard. Les officiers firent irruption, les menottes claquant tandis qu'ils maîtrisaient le groupe. Marc regarda Léna, son masque glissant. « Tu regretteras ça », cracha Théil. Elle soutint son regard, la force revenant avec l'antidote. « Non, Marc. C'est toi qui le regretteras. » La police prit les dépositions, saisissant les dossiers médicaux comme preuve. L'email du docteur Hargrove avait déjà été tracé, révélant ses aveux forcés aux autorités avant sa disparition. Léna, maintenant stable, regarda Marc et Eleanor être emmenés. La diffusion en direct était devenue virale, assurant un examen public. Clara lui serra la main. « Tu es en sécurité maintenant. » Mais la sécurité semblait fragile. Alors que la police l'interrogeait, un détective révéla une nouvelle tournure, l'argent de l'assurance était une couverture pour un plan plus vaste. Marc et Eleanor avaient détourné des fonds d'une fiducie familiale, utilisant la maladie de Léna comme distraction. Toute l'étendue de l'affaire était encore en train de se dévoiler, mais une chose était claire, son calvaire était loin d'être terminé. La chambre d'hôpital était calme à 21h30 CEST, le 26 mai 2025. Le chaos de la confrontation précédente avait été remplacé par une quiétude tendue. Léna était assise au bord du lit, une perfusion intraveineuse dans le bras, l'antidote purgeant lentement les sédatifs de son système. Son corps lui faisait mal, mais son esprit était plus clair qu'il ne l'avait été depuis des mois. La police avait emmené Marc, Eleanor et leurs hommes de main en garde à vue. La diffusion en direct que Clara avait lancée assurait que leurs actions soient exposées au monde. Cependant, une inquiétude persistante la rongeait. La justice semblait incomplète. La détective Kovacs, une femme sévère aux cheveux grisonnants, entra avec une tablette à la main. « Mademoiselle Carter, nous avons rassemblé plus de pièces du puzzle », commença-t-elle, sa voix ferme. Le fonds fiduciaire que Marc et Eleanor vidaient valait plus de 2 millions d'euros, hérité du défunt père de Marc. Ils ont falsifié vos dossiers médicaux pour simuler une détérioration progressive, prévoyant de réclamer le paiement de l'assurance en dernier recours lorsque la fiducie serait épuisée. La participation du docteur Hargrove a été obtenue sous la contrainte. Il est vivant, mais blessé, et il coopère maintenant. L'estomac de Léna se noie. 2 millions d'euros ? Toutes ces années de soins, réduites à un plan financier. Et les ajustements de dose, demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Kovacs hocha la tête. Pour vous affaiblir physiquement et mentalement, vous rendant moins susceptible de remettre en question leurs agissements. Le plan était de vous faire interner éventuellement, en prétextant la démence. Hargrove nous a envoyé les dossiers complets avant qu'il ne l'attrape. Une vague de soulagement l'envahit. La survie de Hargrove signifiait un autre témoin. Clara revint, portant une tasse de thé, son visage empreint d'inquiétude. « Ça va » murmura-t-elle. Léna réussit un faible sourire. « Je récupère. » La détective continua, « Nous avons gelé leurs avoirs et confisqué la police d'assurance. Vous devrez témoigner, mais avec les preuves messages vocaux, dossiers, la diffusion en direct c'est une affaire solide. Ils feront face à des accusations de tentative de meurtre, de fraude et de complot. » Le poids des mots s'installa. Témoigner signifiait revivre la trahison,
affronter Marc et Eleanor au tribunal. Mais cela signifiait aussi reprendre sa vie. Elle but une gorgée de thé, sa chaleur la réconfortant. « Et la maison, nos économies ?» demanda-t-elle. Kovacs hésita. « La maison est en sécurité, titrée uniquement à votre nom. Les économies pourraient prendre du temps à être démêlées, mais nous récupérerons ce que nous pourrons. Vous avez un long chemin devant vous, mais vous n'êtes pas seul. » Dehors, la nuit s'épaississait, les fenêtres de l'hôpital reflétant la lueur de la ville. Lena pensa aux années passées, aux nuits à ajuster les oreillers de Marc, au matin à préparer ses repas, tout cela pendant que sa propre santé se détériorait. L'avait-il jamais aimé, ou s'agissait-il toujours de l'argent? La question la blessait, mais elle la repoussa. La survie était son objectif maintenant. Le lendemain matin, à l'aube, Lena sortit de l'hôpital avec une ordonnance et une escorte policière. Clara la conduisit dans un lieu sûr, un petit appartement aménagé par les autorités. Les nouvelles étaient déjà en ébullition. Les gros titres criaient « Trahison à domicile, mari et belle-mère planifient un meurtre ». La vidéo virale avait provoqué l'indignation, les communautés en ligne manifestant leur soutien. Des dons affluèrent, couvrant ses besoins immédiats, un petit réconfort au milieu des décombres. Au cours des semaines suivantes, Lena se reconstruisit. Elle rencontra un thérapeute pour traiter le traumatisme, rejoignit un groupe de soutien pour aidants et commença un blog pour partager son histoire, transformant la douleur en un but. Le procès se profilait, mais avec le témoignage du docteur Hargrove et la montagne de preuves, la condamnation semblait certaine. Marc et Eleanor restèrent silencieux, leur équipe juridique luttant tandis que la pression publique augmentait. Un après-midi, 6 mois plus tard, Lena se tenait sur le balcon du lieu sûr, l'horizon de Budapest brillant. Une lettre arriva, des documents judiciaires confirmant leur verdict de culpabilité. Marc, 25 ans, Eleanor, 20 ans. Les fonds fiduciaires furent restitués et ses économies restaurées. Des larmes coulèrent, mais c'étaient des larmes de soulagement. Elle avait survécu, non seulement au poison, mais à la trahison. L'histoire se termina, non pas par la vengeance, mais par la résilience. Lena se détourna de la vue, prête à écrire son prochain chapitre, une vie reconquise, un jour à la fois. La caméra pourrait s'estomper ici, laissant les spectateurs avec de l'espoir, sachant que son parcours a inspiré d'autres à questionner, à se battre, à vivre.